Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis les élections législatives de 2022, il n'y a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. En clair, aucune grande force politique dans l'hémicycle n'a suffisamment de députés pour gouverner seule. La France n'avait pas connu cette situation depuis près de 70 ans. Alors pourquoi cette situation plonge le pays dans une instabilité politique inédite sous la Ve République ? Est-ce qu'il faut faire le deuil de cette majorité absolue, modifier le fonctionnement de nos institutions ou trouver tout simplement un moyen de gouverner autrement ? Pour nous éclairer, nous recevons aujourd'hui dans cet épisode de Code Source hors format un invité, l'historien Jean Garrigue, professeur émérite à l'Université d'Orléans et grand spécialiste de l'histoire des parlements. Bonjour Jean Garrigue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous aider à y voir plus clair sur cette instabilité politique en France aujourd'hui. Pour qualifier la période qu'on est en train de vivre, la presse et les chaînes d'infos utilisent des mots forts, crise, impasse, paralysie ou encore chaos. Vous, ces mots, qu'est-ce qu'ils vous inspirent en tant qu'historien ? Bon, je dirais d'abord que le principe même d'une démocratie, c'est d'être finalement toujours en crise, parce qu'elle doit s'adapter en permanence, adapter ses institutions, son fonctionnement à l'évolution des sociétés. On est dans une période de crise de société, et on est, je dirais même, de crise de civilisation. On est en train de passer dans la société de l'intelligence artificielle, de l'éco-anxiété. Enfin, il y a énormément de bouleversements dans cette société qui expliquent aussi ce qui se passe à l'échelle politique. Mais il est vrai aussi que on est en train de connaître une crise de dysfonctionnement de nos institutions, crise politique donc, qui s'accompagne d'une crise de confiance profonde de nos citoyens, précisément dans ces institutions et dans les acteurs politiques. C'est pas une crise de régime, c'est peut-être encore pire, parce que c'est une crise absolue de défiance envers les possibilités, je dirais l'horizon que la politique peut donner aux citoyens. Et ça veut dire qu'il faut trouver d'urgence des solutions. Oui, vous avez parlé de cette défiance. Elle est particulièrement vraie en France, si on en croit le dernier sondage European Survey, qui dit que 50% des Français se disent mécontents de la manière dont fonctionne la démocratie dans leur pays, alors que c'est 40% des Espagnols, 33% des Italiens, seulement 28% des Allemands. Donc il y a un vrai problème français, un mal-être, une certaine défiance. Les Français se sentent mal représentés. Oui, il y a incontestablement une spécificité française, même si le phénomène est européen, je dirais mondial. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Non, il y a un problème français qui s'est aggravé depuis cette fameuse dissolution malencontreuse d'Emmanuel Macron en juillet 2024 et qui est dû notamment au fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec une vie politique, et pas seulement une assemblée, mais une vie politique fracturée en 3 blocs, et même plus, et que cette structure-là est totalement contradictoire avec l'esprit et le fonctionnement historique de la Ve République. Donc les gens ont une impression de blocage, parce que ce système-là, de la Ve République, il a été conçu pour l'alternance, pour une majorité absolue et une opposition, et là on voit que ça ne fonctionne plus. Alors on va y venir dans le détail pour bien comprendre ce qui cause les blocages actuels. Je vous propose donc de remonter dans le temps jusqu'à la naissance de la Ve République. C'était en 1958 par l'adoption d'une nouvelle constitution. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler en quelques mots dans quel contexte elle voit le jour ? Alors, c'est un contexte très, très spécifique qui est celui de l'échec, de l'incapacité des acteurs politiques de la Quatrième République à résoudre la crise algérienne. Il y a eu un soulèvement des Français d'Algérie, des Algérois, le 13 mai 1958. Et sur ce fond de crise, le général de Gaulle propose ses services et est nommé par le président de la République de l'époque, René Coty, comme président du Conseil, le dernier président du Conseil de la Quatrième République. Et là, il conditionne son retour, c'est-à-dire la résolution de la crise algérienne, au travail de rédaction d'une nouvelle constitution, celle de la Ve République, dans laquelle il va mettre un peu toutes les idées qu'il a défendues depuis très très longtemps, puisque dès 1945, il s'engageait à faire
un autre type de république qui ne soit plus un régime totalement parlementaire, comme c'était le cas sous la 4e République, mais un régime où le président, l'exécutif, est un rôle beaucoup plus fort. Et donc de cette crise de blocage de la 4e République surgit cette nouvelle République qui est validée par un référendum très majoritaire en septembre 1958. Vous avez parlé des 3e et 4e Républiques, celles qui ont précédé la 5e. Elles ont été qualifiées souvent comme des régimes déséquilibrés qui rendaient le pays très difficile à gouverner. Est-ce que c'est juste ça ? Non, c'est une vue de l'esprit qui vient précisément du regard que le général de Gaulle, ses héritiers, les gaullistes, ont porté sur ces institutions. La Troisième République a très très bien fonctionné, au moins jusqu'en 1914, y compris lorsqu'il y avait des périodes de relative instabilité ministérielle, mais il y a eu des gouvernements qui ont duré 3-4 ans. Ceux d'Émile Combes, de Georges Clemenceau ont été des gouvernements durables, et surtout l'œuvre de la Troisième République, dans ses débuts, les grandes libertés, l'école publique, laïque et obligatoire, est une œuvre immense. La loi de séparation des églises et de l'État, qui est le fondement de notre laïcité. Donc ça a très très bien fonctionné. Quant à la 4e République, on lui a fait une très mauvaise réputation en disant l'instabilité gouvernementale en permanence, incapable de résoudre les problèmes, ce qui est tout à fait faux, parce que la 4e République a conduit la décolonisation, la 4e République a lancé la politique nucléaire de la France, la 4e République a conduit une croissance économique qui était à plus 5, plus 6% par an. Quant à l'instabilité gouvernementale, en réalité, c'est vrai que les présidents du Conseil, les chefs de gouvernement changeaient beaucoup, mais c'était toujours le même personnel, les mêmes ministres. Il y avait une continuité aux affaires étrangères, à la défense, etc. Tout ça pour dire qu'il y a une légende noire de ces régimes parlementaires qui explique justement pourquoi le général de Gaulle a voulu prendre un peu le contre-pied de ces régimes. Ce contre-pied, c'est la nouvelle constitution de 1958 qui est adoptée à 82,6% de oui. Elle instaure donc la 5e République. C'est un régime parlementaire, Jean Garrigue, mais le pouvoir exécutif est renforcé. Alors de quels moyens est-ce qu'il dispose ? Oui, on reste dans un régime parlementaire, c'est important de le souligner, c'est-à-dire que les ministres sont responsables devant l'Assemblée. L'Assemblée peut renverser un gouvernement, mais elle ne peut le faire qu'au travers de ce qu'on appelle une motion de censure, dont on sait qu'elle doit être votée à la majorité absolue des députés, ce qui la rend évidemment très compliquée à mettre en œuvre, et c'est ce qui explique qu'elle n'ait pu être efficace que par 2 fois, en octobre 1962, contre le gouvernement de Georges Pompidou, et très récemment, on l'a vu face au gouvernement de Michel Barnier. Donc cette difficulté à renverser le gouvernement, ça fait partie des instruments justement dont l'exécutif s'est doté sous la Ve République, ainsi que ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire une forme d'encadrement de la vie parlementaire par le pouvoir exécutif, qui peut légiférer par ordonnance plutôt que passer par le Parlement, et puis qu'il y a tout un arsenal, dont le fameux article 49 alinéa 3, qui permet justement de passer outre le vote des assemblées. Donc il y a tout un arsenal législatif, une conception aussi des choses, qui ont fait que la 5e République, je veux dire, avantageait l'exécutif. Et en plus, on ne peut pas renverser le président de la République, c'est ça ? Alors, c'est aussi une des caractéristiques, c'est que vous avez un pouvoir exécutif bicéphale, à 2 têtes, mais dont une des têtes, le président de la République, ne peut être renversé si ce n'est au prix d'une procédure extrêmement compliquée qui demande l'aval des 2 assemblées, quasiment impossible à faire. J'ajoute que le président aussi peut avoir recours à ce qu'on appelle l'article 16, les pouvoirs spéciaux. Alors c'est le général de Gaulle qui a eu recours en 61 face au problème algérien. Vous avez toute une série d'encadrements du Parlement par le président de la République, une inviolabilité du président de la République. Tout ça fait que voilà, la balance pèse en faveur de l'exécutif. Les députés, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, sont élus au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Quels sont les avantages et les faiblesses de ce nouveau mode de scrutin ? Les avantages sont les faiblesses. Je veux dire que c'est un scrutin qui évidemment favorise les partis les plus importants, qui ont la possibilité d'arriver en tête au premier tour des élections législatives et de nouer des alliances qui vont leur permettre au second tour d'avoir une majorité absolue. Dans un scrutin proportionnel, chacun a son petit lot de députés en fonction du poids qu'il pèse auprès des citoyens, et ça ne permet pas justement de dégager une majorité forte, parce que l'esprit
des institutions de la Ve telles que De Gaulle les concevait, c'était d'avoir une majorité absolue, de manière à ce que cette majorité puisse soutenir la plupart des initiatives de l'exécutif. Et c'est ce qui arrive dès les élections législatives de 1958. Le camp présidentiel décroche la majorité absolue des sièges, donc plus de 288. C'est encore la même chose 4 ans plus tard, plus de 260 députés pour une assemblée qui en compte alors 482. Est-ce que cette composition de l'assemblée, avec un raz-de-marée pour ceux qui arrivent en tête aux élections, était attendue par les architectes de la Ve République ? Alors pas tout à fait, parce qu'en réalité, ce qui se passe en 1958, les premières élections législatives, c'est que les gaullistes ont la majorité absolue, mais ils n'ont cette majorité absolue que par une alliance avec la droite libérale de l'époque, qui était un peu plus au centre droit que les gaullistes. Et donc, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la majorité absolue n'est pas d'origine, ce qu'on appelle le fait majoritaire. Il s'impose en revanche, après ces fameuses élections de 1962, dans la foulée du référendum qui a adopté l'élection du président au suffrage universel. À ce moment-là, effectivement, il y a une sorte de raz-de-marée en faveur du général de Gaulle, comme il y en aura en 1968 après la crise de mai 68. Et là, vous avez effectivement une majorité absolue qui va permettre au gouvernement de l'époque, c'est-à-dire celui de Georges Pompidou, de gouverner sur un fauteuil. Donc, à partir du début de la Ve République, il y a une majorité absolue dans l'hémicycle, et ça c'est inédit, on ne connaissait pas ça dans les républiques précédentes. En quoi est-ce que cette majorité absolue, dans la Ve, elle renforce le pouvoir du président ? Elle renforce le pouvoir du président parce que, on le disait à l'époque, les députés sont de godillots. C'est-à-dire que cette majorité absolue sait qu'elle tient son pouvoir du président de la République. Alors, il y a systématiquement une volonté d'avoir une forte majorité soumise à l'exécutif, et avec, je dirais, une autre soumission qui est celle du Premier ministre, qui est le chef de la majorité en réalité, mais le Premier ministre, lui, se soumet au président de la République. Le général de Gaulle disait « le gouvernement, c'est moi ». Donc, vous voyez, d'emblée, et contrairement à ce qu'on croit, c'est vrai qu'il y a eu une dérive présidentialiste, mais d'emblée, De Gaulle pense que le pouvoir exécutif, c'est lui, et le Premier ministre est un exécutant. Quand il s'agit de trancher, quand il s'agit de décider sur les points importants, c'est le président de la République qui décide. C'est ce qui pousse à dire qu'on serait dans un régime semi-présidentiel. Qu'est-ce que ça veut dire semi-présidentiel ? Semi-présidentiel, ça veut dire que on reste dans un régime parlementaire, les ministres sont responsables devant l'Assemblée, mais d'abord, pour les faire tomber, c'est extrêmement compliqué, ce que je disais sur les motions de censure, et puis c'est le président, finalement, qui décide, selon d'ailleurs une interprétation, je dirais, un peu biaisée de la lettre de la Constitution, puisque dans la lettre de la Constitution, articles 20 et 21, il est dit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Or, il suffit de voir ce qui s'est passé sous les quinquennats d'Emmanuel Macron, ou avant d'ailleurs, ce sont les présidents qui ont déterminé et conduit la politique de la nation. Et ça, c'est une dérive qui est vraiment inhérente à la pratique des institutions. Vous avez parlé des députés godillots, donc ces députés de la majorité qui votent systématiquement tous les projets de loi du gouvernement. C'est vrai qu'on trouve ça normal aujourd'hui qu'il y ait des consignes de vote et que la majorité soutienne coûte que coûte le gouvernement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors d'abord, c'était très différent sous la Troisième République. Sous la Troisième République, au moins jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'aux années 1910-1920, il y avait une extrême indépendance des députés, ce qui faisait que d'ailleurs des majorités à géométrie variable, selon la capacité d'un gouvernement à persuader, à convaincre l'Assemblée. Il est vrai aussi qu'à l'époque, l'essentiel se jouait au sein de l'Assemblée, puisqu'on pouvait renverser très facilement les gouvernements. Le président n'usait pas de son droit de dissolution. Et donc, à cette époque-là, ce qu'on appelle la discipline de vote, qui est aujourd'hui devenue un des cancers, je pense, de notre système de la Ve République, cette discipline de vote existait beaucoup moins. Mais elle a commencé à devenir très forte lorsque les groupes se sont structurés en liaison avec les partis politiques dans les années 1910, juste avant la Première Guerre mondiale, et c'est devenu aujourd'hui la règle. Et pourquoi vous dites que c'est un cancer, du coup, cette discipline de vote ? C'est un cancer dans le sens où, évidemment, si vous votez toujours selon les consignes de votre parti ou de votre groupe parlementaire, vous perdez une capacité critique, une capacité d'indépendance par rapport à ce qui peut être demandé par l'exécutif. Alors, on
voit que ce n'est pas toujours le cas parce que dans un vote récent, le vote de confiance à François Bayrou, on a vu par exemple qu'une partie du groupe des Républicains n'avait pas respecté cette discipline. On est en train de revenir insensiblement à ces phénomènes d'indiscipline parlementaire, ce qui donne malgré tout un parfum de renaissance de la vie du Parlement qui pourrait être quelque chose de positif. À partir des années 60, on assiste à une bipolarisation de la vie politique française, c'est-à-dire qu'il y a deux grands blocs à l'Assemblée, la droite et la gauche pour faire simple. L'un qui est majoritaire, c'est souvent le parti du président et qui soutient la politique de l'exécutif. Et l'autre bloc, l'opposition, qui se concentre sur les prochaines élections pour tenter de devenir majoritaire à son tour et instaurer une cohabitation, ou encore mieux, placer quelqu'un de ses rangs à l'Élysée. Qu'est-ce qui fait, Jean Garrigue, que ce système politique perdure pendant plus de 50 ans ? C'est un système qui favorise, je dirais, une forme de continuité et d'efficacité de la gouvernance. Vous votez pour un homme, très souvent une forme d'homme providentiel qui vous promet la lune, mais enfin on vote pour un homme, ou peut-être un jour pour une femme, et à partir de là, on sait qu'avec le fait majoritaire, l'essentiel de sa politique pourra être mis en œuvre. En général, d'ailleurs, ça se passe dans les premiers mois. Justement, le président profite de sa légitimité et de sa popularité pour engager un certain nombre de réformes, ce qui a plutôt bien fonctionné tout au long de la Ve République, jusqu'au XXIe siècle en fait, où là, la machine a commencé à se gripper. On est resté dans cette logique bipartisane, qui continue d'ailleurs à imprégner beaucoup de Français, les mentalités collectives, mais c'est vrai que cette logique bipartisane a commencé à s'écrouler avec la montée du Front National dans les années 1980, justement, en liaison avec la crise profonde de notre économie et de notre société. Et ce phénomène-là n'a fait que s'aggraver depuis une vingtaine d'années. Pendant cette longue période, les Français et les responsables politiques, ils se forgent cette croyance qu'une majorité absolue à l'Assemblée, ça devient nécessaire pour gouverner le pays. C'est ça, on s'est fait ce totem de la majorité absolue, en oubliant ce qu'avait été notre histoire politique pendant 150 ans, c'est-à-dire sous la Troisième et la Quatrième République, j'exagère un peu, mais en tout cas pendant une centaine d'années, ce totem de la majorité absolue nous a plongé dans un abîme de perplexité au moment précisément où cette structure binaire est devenue une structure ternaire, avec l'émergence du Rassemblement national. Et ça, on va y revenir. Juste avant, j'aimerais qu'on évoque la réforme constitutionnelle de l'an 2000 qui raccourcit le mandat du président de la République. Il passe alors de 7 à 5 ans. Ce changement, il bouscule l'agenda puisque les législatives qui ont lieu tous les 5 ans arrivent donc juste après l'élection présidentielle, 2 mois après, grosso modo. Qu'est-ce que ça change dans ce fait majoritaire qui existait jusqu'alors ? En réalité, ça change moins qu'on ne l'a dit, puisque quand les présidents qui avaient précédé la révision n'avaient pas de majorité, ils dissolvaient à l'Assemblée, ce qui s'est passé avec De Gaulle, ce qui s'est passé François Mitterrand. Néanmoins, la révision de 2000, avec les meilleures intentions du monde, on va réduire le mandat, interroger le peuple plus souvent, tous les 5 ans. Alors, ça pouvait être quelque chose de très positif, parce qu'évidemment, ça donne une cohérence. Les députés qui sont élus à ce moment-là le sont dans l'héritage, dans la foulée, sous le sigle du président de la République. Ça lui donne une très très forte majorité. C'est ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy, pour François Hollande, et encore plus pour Emmanuel Macron en 2017. Sauf que le problème, évidemment, c'est que cette majorité, c'est une majorité présidentielle, c'est-à-dire que d'abord, elle n'a plus aucune autonomie, elle est complètement conditionnée au bon vouloir du président de la République. Le Premier ministre est court-circuité, il n'est plus le chef de la majorité, puisque cette majorité vient du président de la République. C'est lui le chef de la majorité. Or, le président de la République, il est intouchable. Donc vous avez un affaiblissement, forcément, du contre-pouvoir parlementaire, et l'impression pour les Français qu'ils ne sont pas écoutés, que même leurs représentants nationaux n'ont pas voix au chapitre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection législative à mi-mandat du président de la République qui pourrait instaurer un contre-pouvoir, par exemple. On élit un président de la République, très souvent son parti est majoritaire ensuite au Parlement, et pendant 5 ans, il applique toute la politique qu'il veut. Tout à fait, à l'exception de ce qui s'est passé en 2022, puisque en 2022, on a vu que pour la première fois, d'ailleurs, le gouvernement et le président de la République, plus exactement, n'avaient pas
au Parlement la majorité absolue, qu'il fallait transiger avec des partis susceptibles de s'allier avec le parti présidentiel. Même en période de cohabitation, on n'avait pas connu ça. Alors, il y avait un précédent, pour être exact, qui était celui de Michel Rocard. En 1988, au moment de la deuxième élection de François Mitterrand, Michel Rocard est à une dizaine de voix de la majorité absolue, mais c'était un inconvénient qu'il a assez vite contourné en trouvant des alliances. On appelait ça les majorités stéréo, c'est-à-dire que tantôt il allait plutôt vers les communistes, alliés potentiels des socialistes, tantôt il allait vers le centre droit qui pouvait lui apporter les voix qui lui manquaient. En 2022, le fossé est plus important, il manque 40 sièges, si je ne m'abuse, au gouvernement d'Elisabeth Borne, et donc ça devient beaucoup plus compliqué, d'où ce qui s'est passé au moment de la crise des retraites. Comment l'exécutif, à partir de là, de 2022, tente de pallier cette absence de majorité absolue dans sa manière de gouverner ? Eh ben, pour pallier la majorité absolue, il y a plusieurs choses. Soit on ne fait rien, c'est l'immobilisme législatif, soit on essaye de trouver, comme l'avait fait Michel Rocard, des alliances de circonstances, ce qui a été fait. Et finalement, à peu près 60% des projets d'Elisabeth Borne se sont réalisés grâce à ces alliances. Soit quand on est assez incapable de trouver des alliances, il se passe la crise des retraites, c'est-à-dire que là, on va avoir recours à tout l'arsenal, je dirais, on va dire coercitif, en tout cas ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, et notamment le fameux article 49, alinéa 3, pour passer en force et contourner cette absence de majorité. Ça, forcément, ça fait des dégâts, si j'ose dire, auprès des électeurs, auprès de l'opinion. Oui, c'est étonnant d'ailleurs que ça ait fait autant de dégâts, parce qu'en réalité, le 49 alinéa 3 avait été utilisé des dizaines de fois avant. Michel Rocard, justement, y avait eu recours très très souvent. C'était même lui le recordman de l'usage de ce 49 alinéa 3. Mais dans le contexte de ce qui venait de se passer, de la crise des Gilets jaunes, de ce fossé qui s'était creusé entre les citoyens et les pouvoirs, et par rapport aussi à l'enjeu, qui était cette fameuse crise des retraites très impopulaire dans l'opinion, on a considéré que cet article 49 alinéa 3 était une sorte de passage en force, de manifestation d'autoritarisme de la part du pouvoir, alors qu'en réalité, c'est tout simplement un usage qui est dans les institutions de la Ve République. En juin 2024, Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Il le fait notamment pour éviter la censure probable de son gouvernement sur le vote du budget à l'automne. À ce moment-là, des élections législatives anticipées se préparent et la stratégie des différentes forces politiques est encore la même qu'en 2022, c'est-à-dire nouer des alliances avant les deux tours et bâtir un programme commun pour tenter de décrocher la majorité absolue ? Oui, alors c'était plutôt une sorte de réflexe immédiat pour éviter le pire. En fait, ce qui s'est passé en 2024, après la dissolution. Ce que n'avait pas prévu Emmanuel Macron, d'ailleurs, ce serait ce nouveau Front populaire qui s'est mis en place et qui était une alliance purement électorale, un peu comme il y en avait eu en 1924, qui s'appelait le cartel des gauches, par exemple. Une alliance purement électorale avec des gens qui avaient en réalité des programmes très opposés, c'est ce qu'a montré l'avenir, qui justement se sont alliés pour empêcher ce qui était quand même la dynamique et le fait majeur de ces élections, c'est-à-dire la montée en puissance du Rassemblement national, qui est devenu à la faveur du premier tour le premier parti de France, dont la poussée aurait été sans doute beaucoup plus forte s'il n'y avait pas eu ce qu'on a appelé le Front républicain ensuite, c'est-à-dire au-delà du nouveau Front populaire, une alliance entre la gauche et le centre, l'alliance avec les macronistes qui a permis ce Front républicain. Mais les résultats de ces élections divisent l'Assemblée nationale en trois forces plus ou moins égales. On a le nouveau Front populaire à gauche, le camp présidentiel et le Rassemblement national et ses alliés. Elles sont toutes les trois, ces forces, en mesure de se renverser les unes les autres. Pourquoi ces nouvelles élections anticipées ne parviennent pas à faire émerger une majorité absolue ? Mais parce que tout simplement, le corps électoral français aujourd'hui
Et à mon sens, durablement, il est divisé en 3 parties qui correspondent d'ailleurs à des identités socio-culturelles. On voit très bien ce qu'est le bloc central, plutôt des classes plutôt favorisées, cultivées, plutôt âgées. À droite, le Rassemblement national, c'est le parti du peuple, le parti des ouvriers et des salariés. Et c'est avec raison qu'il se dénomme parti du peuple. Et puis, à gauche, vous avez cette espèce de nébuleuse de partis, avec le Parti socialiste d'un côté et la France insoumise de l'autre, qui amalgame soit une partie de l'ancien peuple de gauche, des intellectuels, des étudiants aussi, et puis de plus en plus une partie de la communauté musulmane qui participe au vote. Alors, du temps où il y avait une bipolarisation de la vie politique, les institutions de la Ve République fonctionnaient bien, elles donnaient des gouvernements stables qui arrivaient à durer dans le temps. Ces institutions, est-ce qu'elles sont compatibles avec la recomposition du paysage politique qui est en cours, cette tripartition ? C'est toute la question qui se joue aujourd'hui, et même sous nos yeux, avec le gouvernement de M. Lecornu, et ces tentatives justement pour trouver des alliances, et à droite et à gauche, comme le disait à l'époque Emmanuel Macron. C'est, à mon sens, la seule issue qui peut se poser. Soit on revient à cette croyance peut-être un petit peu simpliste, que l'élection présidentielle va tout résoudre en proposant un nouvel homme providentiel qui sera susceptible de créer un nouvel impact, un nouvel effet, une nouvelle dynamique, une nouvelle majorité. Ce qui peut arriver, puisque c'est arrivé la plupart du temps dans notre histoire, mais c'est arrivé dans des contextes où il n'y avait pas cette tripartition véritable. Il serait fort possible qu'en 2027, même si se dégageait une personnalité, je dirais, surplombante, quelqu'un qui entraîne un peu les énergies, on pourrait retrouver aux élections législatives cette tripartition. Ce serait finalement la logique électorale, ce qui veut dire que si on veut continuer à faire fonctionner la Ve République. Il ne s'agit pas de supprimer l'élection présidentielle parce que les Français y sont très attachés. Ça reste le rendez-vous majeur, mais il va falloir repenser la manière de fonctionner et notamment d'aller vers cette culture du compromis, de la négociation qui, je répète, a existé de tout temps en France et qui existe évidemment dans la plupart des grandes démocraties européennes. Dans le même temps, depuis 2024, aucune grande force politique n'a l'air de vouloir négocier avec une autre pour bâtir un gouvernement de coalition. Dans le nouveau Front populaire, par exemple, la France insoumise refuse catégoriquement de discuter avec des macronistes, et l'inverse est vrai aussi. Oui, c'est un peu le pire moment aujourd'hui puisque les élections municipales de 2026 se profilent, donc avec des intérêts électoraux qui ne poussent pas justement à la convergence. En période d'élection, au contraire, on met en valeur ces différences. Et puis derrière, l'élection de 2027, avec des clans, des écuries qui préparent déjà leurs candidats, qui poussent à des divisions. On le voit au sein des Républicains, entre Bruno Retailleau d'un côté, M. Wauquiez de l'autre. On est dans un contexte qui ne pousse pas du tout à la convergence. En revanche, je pense que dans la préparation de ce que pourront être les élections législatives de 2027, celles qui suivraient l'élection présidentielle, là, il va falloir véritablement se pencher sur une nouvelle manière de travailler, de faire comme les Allemands, peut-être un négociateur, comme Gabriel Attal l'a conseillé il y a quelque temps, quelqu'un qui pourrait faire travailler ensemble des partis relativement proches, mais venus de camps opposés, de la droite, de la gauche ou du centre, et essayer de trouver comme ça une majorité, sinon une majorité absolue, en tout cas une majorité susceptible de ne pas être renversée par les autres. Vous parlez des Allemands, c'est vrai que chez nos voisins européens, le fait que personne n'ait la majorité absolue au Parlement, c'est quelque chose de très banal finalement. Comment font les partis dans ces autres pays pour s'entendre, pour réussir à gouverner ? La règle dans les autres pays qui sont des régimes purement parlementaires, où ils sont moins perturbés par l'élection présidentielle en quelque sorte, mais même dans des pays comme le Portugal ou l'Autriche, où existe un président élu au suffrage universel, vous avez ces pratiques de la convergence, parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, et donc on est conduit forcément à réfléchir, à négocier. Alors ça peut prendre beaucoup de temps, mais négocier d'abord sur un programme. Et ça, c'est très important, pas simplement un saupoudrage
d'individus, comme ça a été fait par Nicolas Sarkozy ou par Emmanuel Macron. On essaie de travailler sur le fond, sur des programmes. En Allemagne, je crois qu'en 2021, les discussions ont duré 73 jours pour aboutir à une feuille de route commune entre les partis pour qu'ils soient en mesure de gouverner. Exactement, mais l'Allemagne a montré finalement l'efficacité de ce système, parce que depuis 1949, ça a toujours été des coalitions. Et on voit quand même que la société allemande a progressé, que la confiance des citoyens allemands envers leurs institutions est beaucoup plus forte qu'en France. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on trouve en France des manières de procéder. Et je pense qu'à cette culture de la convergence devrait s'ajouter éventuellement peut-être le scrutin proportionnel qui en principe favorise ces convergences, parce que chacun est dans son coin, chacun sait qu'il n'aura pas de majorité et que donc s'il veut gouverner, il faut s'allier avec les autres. Le scrutin proportionnel pousse, je dirais mécaniquement à l'alliance, à la convergence. On n'a pas d'autre choix que de s'allier avec d'autres et de faire des compromis si on veut former un gouvernement. Exactement, on n'a pas d'autre choix. Et autre j'allais dire, réforme souhaitable, sans doute, la fin de ce quinquennat qui, je dirais, doublonne l'élection présidentielle et les élections législatives, une déconnexion entre ces deux élections, qui évidemment pourrait affaiblir la force de la gouvernance, mais qui en revanche permettrait un rendez-vous démocratique qui aujourd'hui est demandé par les citoyens. Donc des élections législatives à mi-mandat du président de la République, par exemple. Par exemple, à mi-mandat. Et puis, il faudrait réfléchir aussi sur le périmètre du président de la République et sur la question de la responsabilité du président de la République, ou en tout cas, si on ne touche pas à la responsabilité, ce qui permet de préserver, je dirais, le surplomb présidentiel, ça peut être une nécessité, donner le vrai pouvoir de gouverner au Premier ministre, chef de la majorité parlementaire. Il faudrait aussi que les responsables politiques des partis qui siègent à l'Assemblée acceptent de rogner sur leur programme de campagne et faire de sérieux compromis. Mais pendant 40 ans, 50 ans, il y a eu cette logique partisane qui est que les partis font campagne sur un programme et qu'ils veulent absolument l'appliquer. Ça veut dire qu'il faut aussi changer de culture ? Oui, vous avez raison, il faut, à mon sens, une révolution culturelle. Parce que depuis 60 ans, on fonctionne sur cette idée-là, du tout de suite, en tout cas, de mon programme, rien que mon programme. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est objectivement plus possible. Le problème étant que la logique électorale, telle qu'elle existe aujourd'hui, notamment avec le fait majoritaire, et le scrutin uninominal d'arrondissement majoritaire, fait que on est toujours dans cette idée-là qu'il faut dégager cette majorité absolue, et que bon an mal an, avec l'élection présidentielle, on y arrivera parce qu'au deuxième tour, il n'y a plus que 2 forces en présence et il y en a une qui écrase l'autre. Sauf que on voit que depuis 2022, ça n'est plus arrivé comme ça. Les élections législatives n'ont pas confirmé l'élection présidentielle et donc je pense qu'il faut évidemment changer de braquet. Vous l'avez déjà un peu dit, mais ce que je comprends, c'est qu'une nouvelle dissolution ou un nouveau président de la République, selon vous, ne garantissent pas de faire émerger une nouvelle majorité absolue. Il faut donc aujourd'hui, en France, faire le deuil du fait majoritaire, c'est ça ? Il semblerait que si de nouvelles élections anticipées étaient organisées, on aurait un résultat assez proche de celui qu'on a aujourd'hui, qui aurait toujours une tripartition, que personne n'aurait la majorité absolue, ce qui veut dire que ce qu'il faut changer, ce sont les pratiques. Et notamment aller vers cette idée de la convergence, du consensus, de la négociation, que sais-je, autour de programmes. Ça, c'est ce qui est demandé aujourd'hui et souhaité d'ailleurs par la majorité des Français, mais qui est percuté par les obsessions électorales de chacun dans tous les partis et par cette fameuse élection présidentielle de 2027. Et je crois qu'à ce moment-là, tout ce qu'il faut demander aux hommes politiques, c'est de moins penser à leur intérêt personnel, à leur intérêt électoral et beaucoup plus à l'intérêt général. Merci Jean Garillier. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs et les auditrices de Code Source à vos nombreux livres. Vous en avez écrit des dizaines sur l'histoire politique française. Le dernier en date s'appelle « Jours heureux, quand les Français rêvaient ensemble ». Il a été publié en 2023 aux éditions Payot. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti et Clara Grouzis. À la prise de son, Étienne Contestabile. À la réalisation, Pierre Chaffanjon.
Vous pouvez soutenir ce podcast en nous laissant des pouces en l'air et des commentaires sur YouTube, des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle à retrouver chaque samedi.